Les armées manquent souvent d'obus en premier, mais la Russie, elle, manque de soldats. Depuis 4 ans, sa stratégie se limite à envoyer des hommes au front, mois après mois, dans un cycle répété. Nouveaux contrats, nouvelles primes, et des milliers de corps envoyés à l'abattoir. Qu'a obtenu la Russie en retour? Absolument rien, d'un côté. Elle peine à conserver les territoires qu'elle occupait déjà en entrant en 2024. D'un autre côté, Deep State mentionne qu'en 2025, la Russie a réussi à capturer et à conserver seulement 0,72% du territoire total de l'Ukraine. C'est tout. Pourtant, ils continuent à envoyer des hommes à l'abattoir sans honte. Mais il manque désormais de monde. Les hommes disparaissent plus vite que les recruteurs ne les remplacent. Chaque mois, environ 30 000 soldats russes se retrouvent morts, blessés ou définitivement hors de combat. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis, mais le ministère britannique de la Défense a estimé, fin 2025, que la Russie avait probablement dépassé 1,2 million de pertes sur le champ de bataille. C'est plus que lors de n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et après 4 années de pertes incessantes, la Russie ne contrôle toujours qu'environ 12% du territoire ukrainien. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que la Russie perd entre 20 000 et 25 000 soldats chaque mois en Ukraine. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ce que l'Union soviétique a perdu en plus de 10 ans en Afghanistan. La Russie atteint ce chiffre en un seul mois, aujourd'hui. Plus récemment, les taux de perte ont atteint des niveaux jamais vus auparavant dans cette guerre. Volodymyr Zelensky a rapporté que 35 000 soldats russes ont été éliminés rien qu'en décembre 2025. En novembre, c'était environ 30 000. En octobre, autour de 26 000, cela ne cesse d'augmenter, mois après mois. Au cours des 10 derniers mois, les pertes russes ont augmenté plus vite qu'à tout autre moment depuis le début de l'invasion en 2022. Fin 2025, ce fut l'année la plus meurtrière pour l'armée russe, avec environ 40% de nécrologies militaires publiées en plus qu'en 2024. Il ne s'agit pas seulement du nombre de morts, mais aussi de la manière dont ils meurent. Les analystes militaires notent un élément préoccupant dans les pertes russes. Dans les guerres modernes, on dénombre 3 à 4 blessés pour chaque mort. Médecine, évacuation et logistique maintiennent les soldats en vie, jusqu'à leur extraction du champ de bataille. Mais les soldats russes n'ont pas ce luxe. Des données divulguées provenant des dossiers internes russes et examinées par des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre montrent qu'en 2025, de janvier à août, les forces russes Kolak ont enregistré environ 120 740 soldats tués ou portés disparus, contre environ 158 529 blessés. Cela donne un ratio d'environ 1 tué pour 1,3 blessé, bien en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre dans une guerre moderne et normale. Tout cela est dû à la guerre des drones menée par l'Ukraine, qui a évolué en une zone de mort à plusieurs niveaux, active presque en permanence. Drones de reconnaissance, drones d'attaque FPV, munitions rôdeuses et artillerie fonctionnent ensemble dans un réseau intégré. De petits drones ISR détectent tout mouvement, que ce soit des colonnes d'infanterie, des camions de ravitaillement, des véhicules d'évacuation ou des postes de commandement. Dès qu'un mouvement est détecté, l'information est transmise. Les drones FPV frappent immédiatement, tandis que l'artillerie et les HIMARS couvrent les routes alentours. Si l'infanterie est touchée, d'autres drones attendent les équipes d'évacuation pour les frapper à leur arrivée. Ainsi, de nombreux soldats russes blessés ne survivent pas. Cela explique aussi l'essor de la production de drones en Ukraine. En 2022, elle importait encore la plupart de ces drones. Mais en 2023, la production locale atteignait déjà des centaines de milliers d'unités. En 2024, les chiffres officiels et les rapports de l'industrie estiment la production à plus de 2,2 millions de drones par an, soit plus que la production de nombreux pays de l'OTAN. L'an dernier, on estimait environ 4 millions de drones par an. En 2026, les projections indiquent que l'Ukraine pourrait dépasser 7 millions par an. Donc, si un drone rate sa cible ou est abattu, il y en a déjà beaucoup d'autres dans la zone. La même cible est suivie, frappée à nouveau, et encore frappée jusqu'à ce que l'ennemi soit neutralisé. Même lorsqu'un soldat russe survit et rentre, le système médical de la Russie est aussi défaillant que sa stratégie militaire. Des infirmiers mal formés, des fournitures limitées et des plans d'évacuation inefficaces font que des blessures normalement survivables deviennent souvent mortelles. À ce stade, le mépris russe pour la vie n'est plus un secret. Nous l'avons constaté maintes fois. Moscou affirme avoir encore de nombreux hommes pour ses objectifs, mais la réalité est différente. Bientôt, la seule option pour Poutine sera une mobilisation massive, ce qui pourrait déclencher une guerre civile. La dernière fois, en novembre 2022, Poutine a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes, et cela s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. La réaction a déjà été suffisamment mauvaise. Mais pire encore, c'est la rapidité avec laquelle les recrues ont découvert à quel point l'armée russe était devenue pourrie. Ils n'ont reçu pratiquement aucune formation, les fusils étaient rares,
Les gilets pare-balles l'étaient encore plus. Des hommes sont arrivés au front alors qu'ils apprenaient encore à charger leurs armes. Il est vite apparu que la Russie ne rappelait pas de réservistes expérimentés, mais prenait des hommes au hasard dans la rue. De plus, des centaines de milliers d'hommes mobilisables ont fui la Russie, et des manifestations ont éclaté partout dans le pays. Et malgré tout cela, en seulement 5 semaines, 300 000 hommes ont été enrôlés et envoyés au combat. Cet incident à lui seul a suffi à faire comprendre à Poutine que mobiliser en masse un grand nombre de civils comportait de sérieux risques politiques. Pour éviter cette erreur, le Kremlin a choisi une approche plus discrète et, au lieu d'une mobilisation massive, Moscou a cherché d'autres moyens de recruter des hommes. De 2023 à 2025, le recrutement s'est surtout fait par le rouble. Les hommes engagés n'étaient pas des volontaires patriotes, prêts à défendre la mère patrie. Ils étaient pauvres, endettés, sans emploi ou désespérés, des hommes pour qui une somme d'argent signifiait la survie. Pour leur signature, on leur offrait de fortes primes, de l'argent immédiat et des avantages pour leur famille. Mais ce n'était en réalité que de l'argent contre leur vie. Au début, cela a attiré certains. De 2023 et jusqu'en 2025, des dizaines de régions russes ont mis en place d'énormes primes à la signature, en plus des paiements fédéraux. Dans de nombreux endroits, une seule prime valait plus qu'un salaire local annuel complet, parfois même davantage. Par exemple, début 2025, la région de Samar a annoncé une prime record de 4 millions de roubles. Cela équivaut à 40 000 $, soit plus de 5 ans de salaire pour beaucoup. Même les provinces plus pauvres, comme Mariel, ont offert jusqu'à 2,6 millions de roubles par volontaire à un moment donné. Mais à la fin de 2025, le portefeuille de la Russie s'amenuisait. Les revenus pétroliers ont baissé, tandis que les dépenses de guerre augmentaient, mettant les budgets sous forte pression. Plusieurs régions avaient déjà diminué leurs paiements car les dépenses élevées pesaient sur les budgets et n'attiraient pas assez de recrues. Dans la région de la Volga, notamment au Tatarstan et Bachkortostan, où les pertes sont parmi les plus élevées, les primes d'engagement ont fortement baissé au second semestre 2025. Le Tatarstan versait jusqu'à 2,7 millions de roubles par recrue plus tôt dans l'année. À l'automne, ce montant a été réduit au minimum fédéral de 400 000 roubles. Vous voyez, seulement 6 mois après le début de l'invasion, la Russie avait déjà subi des pertes auxquelles elle ne s'était manifestement pas préparée. Les chiffres étaient bien pires que prévu par le Kremlin, qui a rapidement manqué de recrues pour combler les vides. Donc, en septembre 2022, Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation partielle. Mais la mobilisation n'était pas le seul moyen d'alimenter la guerre. La Russie enrôle des conscrits 2 fois par an, au printemps et à l'automne, pour un service de routine en temps de paix. Les jeunes hommes âgés de 18 à 27 ans sont appelés pour un an, formés et affectés à des tâches de base. Officiellement, ils ne doivent pas combattre à l'étranger, mais seulement garder des bases, gérer la logistique ou surveiller les frontières. En réalité, à mesure que la guerre durait et que les pertes augmentaient, les cycles de conscription sont devenus un E-chaîne continu. Tous les 6 mois, de nouveaux jeunes hommes rejoignaient le système et ne restaient pas longtemps éloignés de la guerre. Certains étaient d'abord envoyés aux frontières, puis rapprochés du front. Vous voyez, la Russie a officiellement 3 catégories d'effectifs. D'abord, les conscrits. Sur le papier, la mobilisation de septembre 2022 ne les concernait pas du tout. Deuxièmement, les réservistes sont d'anciens conscrits ou soldats sous contrat ayant terminé leur service et intégrés à la réserve. C'est ce groupe que Vladimir Poutine a déclaré mobilisé lors de la mobilisation partielle. Troisièmement, il y a les soldats sous contrat, des volontaires pouvant être légalement envoyés partout, dont l'Ukraine. En principe, seul un de ces groupes ne devrait pas être déployé, mais c'est précisément celui que la Russie enrôle massivement chaque année. Au printemps 2022, Poutine a ordonné la conscription de 134 500 appelés. Cet automne-là, 120 000 de plus. Cela fait plus de 254 000 en une seule année. En 2023, le total s'élevait à 277 000. En 2024 encore, 283 000. En 2025, le chiffre a de nouveau grimpé à 295 000. Donc, quand on regarde le flux de nouvelles recrues qui entrent dans le système chaque année, la conscription est de loin le plus grand vivier. Elle suit un calendrier fixe 2 fois par an et ne suscite pas de réaction nationale car elle est dénormalisée depuis des décennies. Présenté ainsi, il est clair pourquoi le Kremlin a cherché des failles. Poutine n'a jamais déclaré la guerre, il a parlé d'opération militaire spéciale. Cette simple expression a donné au Kremlin suffisamment de marge de manœuvre juridique pour contourner les règles sans avoir à les réécrire complètement. En plus de cela, la Russie a commencé à redéfinir ce que signifiait vraiment, à l'intérieur de la Russie,
Une fois que Moscou a annexé illégalement des régions comme Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, il a affirmé que ces zones faisaient désormais partie du territoire russe. Pour le Kremlin, envoyer des conscrits là-bas n'était plus considéré comme un déploiement à l'étranger. Encore plus simplement, la Russie a commencé à pousser les conscrits à signer des contrats qui les transformaient instantanément en soldats professionnels. Légalement, cela est censé être volontaire, mais bon, on parle de la Russie ici. De nombreux rapports, indépendants, et témoignages de familles de soldats montrent clairement que des conscrits ont été poussés, contraints ou trompés pour signer ces contrats, les impliquant en première ligne par des subtilités juridiques, plutôt qu'une mobilisation ouverte. Les médias russes ont rapporté qu'un gang criminel aurait été recruté pour enlever et forcer des hommes à s'engager sous la menace. Ce qui est encore pire, c'est que même si les autorités ont déclaré la mobilisation terminée en septembre, 2022 Poutine n'a jamais signé d'ordre mettant officiellement fin à la mobilisation. Pendant les 2 premières années, les discours de guerre et l'engouement patriotique fonctionnaient encore. Mais à la fin de 2023, les groupes de défense des droits de l'homme ont commencé à remarquer que les volontaires avaient presque tous disparu. Ceux qui voulaient vraiment se battre ou chercher l'aventure s'étaient déjà engagés dès le début. Les seuls qui restaient étaient ceux qui ressentaient un désespoir financier ou faisaient face à une pression importante. Dès lors, la Russie a surtout utilisé des incitations financières. Outre de grosses primes à la signature, le Kremlin a commencé à proposer un important allègement de dettes. Fin 2024, Poutine a même signé une loi qui effaçait jusqu'à 10 millions de roubles de dettes personnelles si quelqu'un s'engageait et servait au moins 1 an en Ukraine. Cette mesure annule uniquement les prêts déjà en recouvrement. C'est une incitation audacieuse pour ceux sous pression financière. Beaucoup de Russes ont accumulé de fortes dettes à la consommation récemment, et l'effacement de ce fardeau motive puissamment à rejoindre l'armée. Les centres de recrutement régionaux ont ajouté encore plus d'incitations. Prêts hypothécaires bon marché, terrains gratuits pour les anciens combattants, accès prioritaire aux écoles et universités pour les familles de soldats. Sur le papier, le Kremlin proposait des avantages sociaux complets, en échange de le chef de famille. De nombreuses recrues y voyaient une chance pour leur famille de sortir de la pauvreté. S'ils survivaient, ils reviendraient avec de l'argent, ou au moins des prestations pour assurer l'avenir de la famille. Mais cela était rare, la plupart ne rentrèrent jamais. La Russie proposait aussi une importante indemnité en cas de blessure ou décès, une sorte d'assurance vie garantie par le Kremlin. La famille d'un soldat russe tué en Ukraine reçoit environ 13 à 14 millions de roubles. L'absence de troubles massifs s'explique par la stratégie de recrutement du Kremlin. Plutôt que de recruter des jeunes de Moscou ou Saint-Pétersbourg, Poutine a déplacé le fardeau vers les régions rurales russes. Les régions pauvres et isolées ont été inondées d'offres d'argent et des primes, attirant des hommes désespérés, et maintenant le calme dans les grandes villes. Moins de sacs mortuaires à Moscou, moins de manifestations là où ça compte. Mais même alors, en 2023 et 2024, les épouses et les mères de soldats se rassemblaient encore parfois, réclamant des réponses au sujet de leurs maris et fils disparus sur le front et qui ne sont jamais rentrés chez eux. Ce qui est encore plus inhumain, c'est ce qui suit la mort de ces hommes. Souvent, les familles n'ont jamais touché la compensation promise car les officiers déclaraient volontairement les soldats morts comme déserteurs. Sur le papier, cela supprimait l'obligation de paiement de l'État. Les familles perdaient un mari, un père, un fils, puis étaient flouées par le système qui avait envoyé ces hommes mourir. C'est pourquoi, dans certaines régions, la colère n'a jamais vraiment disparu. Mois après mois, à mesure que de nouveaux quotas de recrues étaient annoncés, de petites manifestations locales continuaient d'éclater. Et cette année, avec la pression qui ne fait qu'augmenter, il est très probable que la situation s'aggrave considérablement. Parce que bien qu'ayant déjà perdu plus de 1,2 million de soldats, Moscou s'est fixé un autre objectif ambitieux, 409 000 recrues, rien que pour 2026. Ces soldats ne viennent pas agrandir l'armée, ils comblent simplement les brèches sur le front. Selon le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, 422 000 personnes ont signé des contrats avec l'armée rien qu'en 2025. En 2 ans, la Russie a recruté plus de 870 000 soldats par contrat, soit presque le double de son armée professionnelle avant la guerre. Le fait qu'ils aient encore besoin d'un nombre similaire en dit long sur l'ampleur de leurs pertes. Après signature, ces hommes ne rentrent pas chez eux. Ils restent jusqu'à la fin de l'opération militaire spéciale, peu importe quand cela arrivera. Et comme je l'ai dit plus tôt, une fois que 2024 est passé et que les chiffres du recrutement se sont vraiment effondrés, les méthodes sont devenues de plus en plus sombres chaque mois. Un piège fréquent aujourd'hui est l'annonce d'emplois trompeuses. Des recruteurs publient de fausses offres d'emploi pour chauffeurs, agents de sécurité et ouvriers sur des sites comme Avito, promettant un bon salaire sans engagement au front.
Les hommes qui postulaient sans méfiance étaient conviés à un entretien, puis se retrouvaient dans un bureau de recrutement militaire. Des journalistes indépendants ont recensé des dizaines, voire des centaines de ces annonces, notamment à Moscou et dans d'autres régions importantes. Parfois, la police et les tribunaux servent aussi au recrutement. Des rapports indiquent que des autorités fabriquent de fausses accusations mineures ou placent de la drogue sur des individus, puis proposent d'abandonner les poursuites si ceux-ci acceptent de s'engager. Des rapports indiquent que des autorités fabriquaient de fausses accusations ou placèrent de la drogue sur des individus, puis proposèrent d'abandonner l'affaire si la personne s'engageait. Un homme a expliqué qu'après une infraction, il a été convoqué au commissariat pour des accusations de drogue, mais l'adresse menait à un bureau de recrutement. Hésitant, il a reçu un ultimatum des agents. Il a signé le contrat sous la menace qu'un sachet de drogue soit placé dans sa poche, ce qui l'enverrait en prison. Mais même s'il avait refusé, il n'aurait pas été incarcéré. Il serait envoyé directement en première ligne, sans aucune prime de contrat, ni aucune forme de rémunération. C'est parce qu'entre la mi-2022 et le début de 2023, le chef de Wagner, Yevgueni Prigojine, a fait le tour des prisons russes et a recruté presque tout le monde en promettant des grâces et des primes en argent. On estime qu'au moins 40 000 prisonniers ont été intégrés dans les unités d'assaut de Wagner et envoyés dans certains des combats les plus sanglants de la guerre, notamment à Bakhmout, avec une seule promesse. Survivez 6 mois et vous serez libre. Ce système a officiellement cessé, après la rupture de Prigojine avec le Kremlin, en 2023, mais pour les prisonniers, il a continué sous la direction du ministère de la Défense. Croyez-le ou non, le ministère s'est montré pire que Prigojine. Il recrute désormais des suspects non jugés. De nouvelles lois autorisent les personnes avec casier judiciaire ou faisant l'objet d'une enquête à s'engager contre grâce ou peine avec sursis. À la fin de 2023, il y avait des cas documentés de personnes séropositives ou atteintes d'hépatite qui étaient intégrées dans les rangs, un revirement stupéfiant par rapport aux normes d'avant-guerre qui les auraient jugées inaptes au service. À ce stade, si vous respirez, vous êtes suffisamment apte pour vous battre pour la Russie. Vous savez sûrement qu'une campagne de recrutement de ressortissants étrangers est en cours. En octobre 2025, les services de renseignement ukrainiens estimaient que la Russie avait recruté plus de 18 000 ressortissants étrangers, provenant de 128 pays. Cela inclut des recrues venant de Corée du Nord, de Cuba, de Syrie, de toute l'Asie centrale, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais maintenant, même ces mesures désespérées pourraient ne pas suffire, parce que pour 2026, Vladimir Poutine a déjà annoncé des rassemblements militaires spéciaux pour les réservistes. Il s'avère qu'ils sont convoqués pour soi-disant suivre une formation censée protéger les infrastructures critiques à l'intérieur de la Russie. Mais ce qui se passe réellement est évident. En affectant les réservistes à la garde du territoire national, le Kremlin libère les troupes régulières qui, autrement, surveilleraient les infrastructures. Ainsi, ces soldats peuvent être envoyés directement dans la machine à broyer. Pour l'instant, Poutine et Sergueï continuent d'insister sur le fait que la Russie dispose de suffisamment d'effectifs et qu'il n'y aura pas besoin d'une nouvelle mobilisation massive. Ils précisent que le recrutement vise surtout des spécialistes, techniciens, opérateurs de drones et ingénieurs pour moderniser les forces. La Russie investit aussi massivement dans les drones et la guerre électronique. Mais l'idée que la Russie puisse soudainement se transformer en une force de combat professionnelle et high-tech au beau milieu de la plus grande guerre que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale est absurde. La plupart des spécialistes compétents ont quitté la Russie, et beaucoup de ceux qui sont restés sont morts au combat. Les survivants qualifiés n'ont guère de raison de quitter des emplois civils confortables et bien payés pour les tranchées et les bombardements. Si le Kremlin envisage réellement de recruter 400 000 soldats supplémentaires cette année, ces options s'amenuisent déjà. Les viviers faciles sont épuisés. Les enthousiastes, désespérés ou volontaires sont majoritairement partis. Les recruteurs doivent désormais creuser plus profond et plus sombre, en raclant les fonds de tiroirs. Si la puissance de feu ukrainienne reste stable ou se renforce, la Russie se dirige vers un avenir bien plus dur et humiliant. À ce stade, accroître le recrutement pourrait imposer la seule option que Vladimir Poutine tente d'éviter depuis 4 ans. Une mobilisation massive nationale atteignant la classe moyenne urbaine. Cela fournirait de l'effectif, mais présenterait aussi un grand risque politique. Des familles en colère, un exode, des manifestations. Vladimir Poutine le sait, c'est pourquoi toutes les autres options sont d'abord épuisées. On ne peut étirer un système indéfiniment sans qu'il finisse par craquer.